Bonjour, nous démarrons dans cette vidéo quelque chose de complètement différent de tout ce qu'on a fait jusqu'à présent, puisqu'on va parler de programmation et de programmation pour Fusion 360 et dans Fusion 360. Alors, je voudrais faire en sorte que cette série s'adresse à tout le monde, programmeur ou non programmeur. Si vous êtes déjà programmeur, vous allez voir par vous-même, mais là où les premières vidéos seront peut-être pas forcément très intéressantes pour vous. Mais si vous êtes non programmeur, c'est une façon de s'y mettre et de commencer. Je veux faire en sorte que tout le monde puisse suivre, j'espère. Alors, Fusion 360 comporte en lui-même deux outils de programmation. Et on peut programmer avec un troisième qui s'appelle C++, mais qui là n'est pas partie intégrante de Fusion 360. Ces deux outils de programmation, c'est Python et JavaScript. Alors, rapidement d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un langage de programmation? Alors, où c'est que j'ai... Alors, ça n'a aucune importance, mais c'est juste histoire de ne pas avoir un écran vide tout le temps. C'est un peu déprimant. Test pour vidéo, je pense que c'est là. Voilà. Voilà, ça sera moins déprimant. Enfin, déprimant, c'est une façon de parler, mais voilà, on a quelque chose dans l'écran, c'est tout de suite beaucoup mieux, n'est-ce pas? Euh, Et c'est donc le titre de cette vidéo, la découverte. Alors, vous ne l'avez peut-être pas vu, mais dans Fusion 360, on a quelque chose qui s'appelle euh, Views Show Text Command, qui peut se faire par CTRL-ALT-C ou bien en cliquant sur ce menu. Alors, CTRL-ALT-C, ça apparaît. CTRL-ALT-C, ça disapparaît. CTRL-ALT-C, ça apparaît à nouveau. Donc, c'est ce qu'on appelle une console, c'est-à-dire un endroit où vous pouvez taper des commandes et voir le résultat de ces commandes, ici en haut. On a trois petits boutons ici. On a JS pour JavaScript, PY pour Python et TXT pour des commandes texte dont je ne veux pas parler, en tout cas pas pour l'instant. Donc PY pour Python. Alors, comment on se rend compte qu'on a effectivement Python derrière et que ça marche? Eh bien, on fait tout simplement quelque chose qu'on ferait normalement sur une calculatrice. On tape 2 plus 2 et on a 4 comme réponse. Ça veut dire que derrière, il se passe quelque chose, qu'il y a un programme qui a compris notre commande et qui nous renvoie un résultat. Et dans ce cas particulier, c'est Python. Et c'est l'interpréteur de langage. Alors, je suis désolé, mais il faut commencer par là pour être sur la même longueur d'onde et pour parler de la même chose. On va faire un peu de vocabulaire. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un langage de programmation? Un langage de programmation, c'est un truc, un outil, un système, appelons ça comme on voudra, qui permet à l'humain d'envoyer des commandes, enfin, j'allais dire, qui permet à l'humain de comprendre mieux les commandes qu'il envoie, les instructions qu'il envoie pour l'ordinateur. Il faut bien voir que l'ordinateur, donc le processeur, le CPU, le cœur même de l'ordinateur, il ne comprend que des 0 et des 1. Hein, c'est ce qu'on appelle le fameux langage binaire. Et donc une suite d'instructions qui sont une suite de 0 et de 1. Et il ne comprend que ça. Euh, bon, pour nous, s'il faut se mettre à programmer en binaire,
ben, on n'est pas sorti de l'auberge parce que juste pour écrire un mot, comme Bernard par exemple, bah vous en avez pour une demi-heure. Enfin, bon, j'exagère, mais ça n'est pas loin. Il y a aussi l'assembleur qui est proche du langage machine et qui permet quand même à l'humain de, mais c'est aussi très 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 compliqué et pas simple du tout. Donc un langage de programmation, c'est donc, bah, comme on dit, c'est un langage avec un vocabulaire, une syntaxe, etc. Des verbes, des bon, euh, que un outil dans l'ordinateur, un autre programme dans l'ordinateur, va triturer, transformer en langage machine que donc le processeur va comprendre. Alors cet outil qui triture, machin, pour que l'ordinateur puisse comprendre, il y en a de deux sortes. Il y a ce qu'on appelle des compilateurs, qui donc est un programme qui va lire le code, le transformer, sortir un fichier qui va être un fichier EXE ou une DLL, donc un exécutable, qui est directement compris par l'ordinateur. Les langages comme ça, bah, il y a par exemple le C, le C++, bon, il y a la plupart, on va dire, des langages informatiques sont des langages compilés, que l'on compile donc pour pouvoir être compris par l'ordinateur. Maintenant, il y a d'autres types de langages qui sont ce qu'on appelle des langages interprétés. C'est-à-dire que vous avez, si vous voulez, un programme qui s'appelle donc un interpréteur, qui va directement, quand vous tapez votre programme, immédiatement l'interpréter pour que le processeur le comprenne. Alors l'avantage, c'est que, bah, comme là par exemple, je tape 2 plus 2, ça me renvoie 4, j'ai rien compilé, ça se fait de façon interactive, c'est très bien, très pratique. Bon, l'inconvénient en général, c'est que c'est plus lent qu'un langage compilé parce que c'est pas optimisé de la même manière. Mais bon, bref, passons. À l'origine, le basique était interprété. Bon, maintenant, ça, je sais, enfin, la plupart du temps, c'est plus vrai. Sauf si on parle des macros en basique. Mais bon, Python est donc un langage interprété. Alors ça comme avantage que ben, vous avez des interpréteurs Python pour Windows, pour Linux, pour le Macintosh, etc. Et exactement le même bout de code ici. Bon, par exemple, si vous avez Fusion 360 sur un Mac, ben, vous allez pouvoir faire exactement la même chose et vous aurez exactement les mêmes résultats sans aucune distinction. Alors que lorsque on parle d'un compilateur, comme il faut que le compilateur optimise, disons, le résultat pour le processeur de la machine sur lequel il est, ben, un compilateur C++ pour Windows 64 bits est différent d'un compilateur C++ pour Windows 32 bits et est lui-même différent d'un compilateur C++ pour un Macintosh ou un Linux, etc., etc. Alors que là, c'est l'interpréteur qui est différent sur chaque machine, mais nous, ça ne nous regarde pas, on utilise l'interpréteur et c'est tout ce qui compte. Alors, tout de suite, si vous êtes intéressé par Python et voulez faire vous-même des exercices de programme et des choses pour aller un peu plus loin, ben, ça serait peut-être pas une mauvaise idée d'aller télécharger Python vous-même sur votre machine pour pouvoir faire des choses, j'allais dire de manière peut-être un peu plus classique et indépendamment de Fusion 360. Mais on va, enfin dans les vidéos, on va se servir uniquement de Fusion 360 puisque c'est de là qu'on veut partir. Hein. Donc vous allez sur python.org qui est donc la maison mère, on va dire, de Python. Vous allez dans téléchargement et vous pouvez télécharger. Alors là, il voit qu'on est sur Windows, il vous propose des téléchargements pour Windows, mais vous voyez que vous pouvez télécharger pour différentes plateformes. Donc ça, je vous suggère de le faire si vous êtes intéressé, comme ça vous aurez un Python complet installé. Je mettrai des liens sous la vidéo sur un certain nombre de tutoriaux que vous pourrez donc suivre exactement pas à pas le tutoriel. Alors que ce qu'on va faire dans Fusion 360, c'est la même chose mais avec quelques petites variations qui peuvent, surtout si vous êtes débutant, vous perdre un petit peu.
Voilà, alors, première chose qu'on va faire, maintenant qu'on est dans... J'explique pas trop maintenant, on en parlera plus tard. On va faire import OS, c'est-à-dire qu'on importe une librairie ou un module, si vous voulez, qui est lié donc à l'operating system, hein, OS. Et on va faire CLS, qui est clear screen. Cette instruction CLS dépend de l'operating system, donc c'est pour ça qu'il fallait l'importer d'abord. Hein. Si vous êtes sur un Mac, au lieu de CLS, ça devrait être clear. Mais là, si je tape clear, il va me faire une erreur. Il ne connaît pas, puisqu'on est sous Windows, et que donc l'interpréteur Python euh, connaît l'operating system Windows, et sous Windows, ça s'appelle CLS. Et on s'en servira de temps en temps, après avoir fait des exercices et des trucs, pour nettoyer la console, pour que tout ça soit propre, on va dire. Alors, l'interpréteur donc va nous permettre on est ici, on est donc dans l'interpréteur de Windows. On n'écrit pas un programme, mais on écrit du code qui est directement interprété, c'est-à-dire exécuté, et on voit tout de suite le résultat. On verra après à écrire du code dans un fichier, et dans Fusion 360, ça passera par un script. Donc, pardon. Donc là, on a rien qui s'affiche. Si on est sur un interpréteur... attendez, je vais quand même vous montrer parce que ça mettra peut-être les choses de façon un peu plus claire. On va donc aller ouvrir la console DOS dans Windows. Et comme j'ai Python aussi là, si je tape Python, j'ai ce qui vous montre dans des tutoriaux. J'ai une réponse, il me donne la version de Python qui est installée dans mon Windows, qui n'est pas la même que celle qui est installée dans Fusion 360. Et j'ai les trois petits chevrons là qui me montrent, avec le curseur, qui me montrent qu'il attend une commande, il attend quelque chose. Ici, on n'a pas de curseur, on n'a rien qui attend. Les commandes, il faut les taper ici en bas, dans la petite ligne de commande. Mais ça revient strictement au même. Hein. Alors, comme je l'ai dit, si par exemple je tape, je tape un nombre, en réponse, il me retourne le nombre. Si je tape une opération simple, il me renvoie le résultat de l'opération. Bon, ça c'est j'allais dire, le b.a.-ba des fonctions de l'interpréteur qui fonctionne très très bien. Et on peut faire toutes les opérations classiques. Et vous allez tout de suite voir qu'on a affaire à un ordinateur et pas à une calculette classique. Parce que si je fais 10 divisé par 3, il me renvoie, j'ai pas compté, mais un nombre d'une précision forte, alors que la plupart des calculettes arrondissent à 2 ou 4 chiffres, enfin ça dépend, après la virgule. Bon, maintenant, qu'est-ce qui se passe si je tape une petite phrase comme ça? Ben, il n'est pas content, parce que là, il comprend pas. Autant un nombre qu'on tape directement, il le comprend, autant une phrase, une suite de caractères, il a un problème avec. Si on veut lui dire que ce qu'on tape c'est une chaîne de caractères, il faut la mettre entre guillemets ou entre apostrophes. Et là, il sait qu'il a affaire à une chaîne de caractères qui me renvoie, comme si c'était, quand j'ai tapé un 7, il me renvoie un 7. Là, il me renvoie ma chaîne de caractères comme la chaîne de caractères que j'ai tapée, parce que je lui ai dit, en mettant des apostrophes, que c'était une chaîne de caractères.
Bon, mais tout ça, j'allais dire, tout ça, ça nous mène pas très très loin. On va commencer à parler un peu plus de programme et de programmation. Et la première chose qu'un programme utilise, c'est ce qu'on appelle des variables. Donc, des variables, c'est, on va dire, comme une petite boîte, une petite case dans laquelle on va mettre quelque chose. Ce quelque chose pouvant être soit un nombre, soit des caractères. Alors, on va, pour créer une variable, dans Python, c'est tout simple. On va mettre A égale 5. Bon, ce coup-là, il nous renvoie rien du tout. On a juste, ce qu'on vient de faire, c'est qu'on a juste mis dans la petite boîte A la valeur 5. Donc, là, Python, il a fait ce qu'on lui a dit, il a mis 5 dans A, mais il ne nous retourne rien, on ne voit pas de résultat. Si je tape A, ben, il me renvoie 5, c'est-à-dire le contenu de ma petite boîte. Maintenant, si je veux modifier la valeur de A, je fais A égale A plus 1, par exemple. Il m'affiche toujours rien, mais si je tape A, il m'affiche bien 6. Seulement A égale A plus 1, comme il s'agit d'informatique et de programmation, et que par définition un programmeur c'est quelqu'un d'extrêmement feignant, c'est ce que je dis toujours, le but d'un programmeur c'est d'en faire le moins possible. Et c'est quelqu'un d'extrêmement feignant parce qu'il trouve toujours les solutions pour que lui et les utilisateurs de son programme en fassent le moins possible. Et il est tellement feignant qu'il est capable de passer des heures et des heures pour grappiller 2 secondes. C'est ça la programmation, entre autres. Bon, bref, passons. Donc, A égale A plus 1, pour un programmeur, c'est beaucoup, beaucoup trop long. Donc, on tape A plus égale, plus égale 1. Et voilà, c'est bien plus court, on a gagné du temps, et on a la même chose, parce que maintenant, si je fais juste A, ben on a bien 7, c'est-à-dire qu'on a incrémenté la valeur de A de 1. D'accord? Et si maintenant je fais A moins égale 2, par exemple, et que je retape A, j'ai 5. Et si je refais A moins égale 2, et que je retape A, j'ai 3. Voilà, donc ça, c'est d'une part montrer des opérations qu'on peut faire sur une variable, qui sont toutes les opérations classiques. On pourrait faire A divisé par 3, etc. etc. Et les symboles d'incrémentation, décrémentation. Bon, des petites opérations toutes simples sur les variables. Maintenant, je peux aussi faire B égale 7, par exemple. Et je peux faire A plus B. Après, ce que j'ai fait sur les opérations, on voit là, A c'est 3 et B c'est 7. Donc A plus B, ça nous donne bien 10. Et il a additionné les variables, enfin il a additionné donc le contenu des variables, et il nous donne directement le résultat. Maintenant, j'aurais pu faire C égale A plus B. Je tape C, et j'ai exactement la même chose. C'est-à-dire que là, j'ai affecté la valeur du résultat de l'opération à une autre variable. Et en fait, quand on programme, la plupart du temps, c'est ce qu'on fait. Il est très rare qu'on utilise directement le résultat. Et si maintenant je fais, je sais pas moi, A égale 23, par exemple, je reviens. Alors il suffit de faire flèche en haut pour avoir les dernières instructions qu'on a tapées. Hein, avec les touches curseur,
si je fais flèche en haut, je vais avoir ce que je viens de taper. Alors ce que je viens de taper, c'est A égale 23, mais juste avant, j'ai tapé C égale A plus B. Donc, on refait la même chose. Et maintenant, on affiche la valeur de C. Et on a 30, puisque là, j'avais 7 dans A. Non, pardon, qu'est-ce que je fais là? J'ai fait... Oui, j'avais 7 dans A, je lui ai mis 23. B, je lui avais mis la valeur de 7. Donc 23 plus 7, ça nous fait bien 30. L'ordinateur se trompe pas et Python encore moins que moi. Alors, bien sûr, dans une variable, on peut aussi afficher... Alors, une des choses avec Python, c'est que Python... comment dire, est peu typé. Mais si je vous dis ça, ça va pas aider. Ce qu'on appelle un type, c'est un type de variable. C'est-à-dire que on a, par exemple, on a les nombres entiers. Ensuite, on a les nombres, ce qu'on appelle flottants, c'est-à-dire avec une décimale et un nombre indéterminé de valeurs, de chiffres avant et après la décimale. Donc c'est ce qu'on appelle un nombre flottant. On a les chaînes de caractères. Mais on a aussi des objets. Je reviendrai plus tard sur cette notion, ce concept. Et une variable en Python, elle peut contenir, et puis bien sûr, on peut avoir une liste d'objets, une liste de nombres, etc., etc. Et une variable Python peut contenir tout ça. On n'a pas besoin de dire, comme dans d'autres langages, qu'on va stocker un nombre entier. Python s'adapte tout seul comme un grand. Donc ça, c'est une des choses qui fait que Python est assez facile à utiliser pour, surtout si on débute en programmation, parce qu'il y a des, comment dire, des notions un peu strictes et un peu complexes qui n'existent pas dans Python. Donc Python est souple, on va dire, et assez facile. Mais il n'est pas souple sur certaines choses, et une que je vais vous montrer tout de suite, c'est ça. Si je tape C majuscule, il me fait une erreur en disant que C n'est pas défini. C'est donc qu'entre C minuscule, où là il me rend une valeur, et C majuscule, c'est pas la même chose. Hein, et c'est pareil, si je tape un truc comme variable égale n'importe quoi, schmurz, par exemple. Ah, là, au lieu de mettre entre guillemets, j'ai mis entre... zut, je sais plus comment ça s'appelle. Apostrophe. Là, j'ai démarré avec une apostrophe. Je finis avec un guillemet. Il va me faire une erreur. Si je finis avec une apostrophe, c'est bon. D'accord? Maintenant, si je cherche à connaître la valeur de ma variable et que je tape variable avec un V majuscule, même chose, il va me dire que c'est pas défini. Il connaît pas. Ce qu'il connaît, c'est variable avec une minuscule. Donc là, comment dire, ça veut dire que Python est sensible à la casse, c'est le terme correct. La casse étant le fait que ça soit des majuscules ou des minuscules. Hein, donc s'il accepte des variables de différents types, et là par exemple je viens de stocker une chaîne de caractères sans déclarer que c'était particulièrement des caractères, et juste avant j'avais mis des nombres et c'est pareil. Par contre, il est sensible aux différences majuscules-minuscules. Donc c'est une des choses auxquelles il faut faire attention. Alors, maintenant, si on parle un peu plus de... alors, je mettrai sous la vidéo, en référence, un tuto qui me semble bien fait et que je suis grosso modo, sans aller dans tous les détails du tuto parce que ça ferait une vidéo de 3 heures et c'est pas vraiment la peine. Donc je vous incite, si vous voulez vous entraîner et apprendre plus à fond, à vous reporter à ce tutoriel.
et éventuellement avoir Python sur votre machine pour suivre exactement tout ce qui est dit dans le tutoriel. Là, je vais un peu vite, je passe sur certaines choses, parce que le but, c'est quand même la programmation de Fusion 360, et c'est pas de faire de vous des programmeurs Python. Quoique, si vous devenez un programmeur Python, tant mieux pour vous. Mais c'est pas vraiment le but de faire absolument tous les détails et tout le pas à pas dans les vidéos. Alors, une des choses bien sûr classiques qu'on retrouve aussi dans tous les programmes, dans tous les langages de programmation sous une façon ou une autre, c'est ce qu'on appelle les structures conditionnelles et les boucles. Alors les structures conditionnelles, ça va être si quelque chose, alors quelque chose. Et en anglais, c'est if quelque chose, then, or, ou sinon, c'est-à-dire, non, pardon, si quelque chose, ou autre chose, alors. Et le ou, c'est else et else if. Donc on va rapidement faire un truc comme ça. On va dire que A égale 5, par exemple. Pourquoi il me parle d'indentation là? J'ai fait quoi? Oh, oh, oh. Ah oui, bon, on va y revenir tout de suite. Donc A vaut 5. Ok. Maintenant, je mets if A greater than, plus grand que, 0, 2 points. On va faire quelque chose. Alors, là, ce qu'on a fait, c'est un bloc d'instructions. C'est-à-dire que quand j'ai fait Enter, après avoir tapé if A plus grand que 0, 2 points, vous voyez qu'il a mis un petit, comment s'appelle, un petit signe qu'il attendait quelque chose d'autre. Et le quelque chose d'autre, que j'ai tapé décalé, donc à 3 ou 4 espaces de complètement à gauche, c'est la condition. Si la condition est remplie, voilà ce qu'on fait. Et ce qu'on fait, c'est print, c'est-à-dire qu'on affiche ce que j'ai mis entre guillemets. Et donc, puisque A est plus grand que 5, que 0, il m'a affiché la condition indiquée. Maintenant, si je change la valeur de A et que je refais les deux choses précédentes, ben il m'affiche rien. Pourquoi? Parce que j'ai prévu la condition pour afficher quelque chose si A était plus grand que 0, mais j'ai rien prévu de faire si A est plus petit que 0. Donc, bah, y a un problème. Alors, on va changer ça. On va retaper if A plus grand que 0. On va retaper print, donc la condition. On va retaper, on va changer pour mettre sinon, si c'est pas plus grand que 0. Et je redécale. Et je remets mon apostrophe et je ferme ma parenthèse. Voilà. Alors, indentation, erreur. Alors, bon, c'est pas évident dans la console, c'est bien plus facile lorsqu'on écrit un bout de programme de voir que ça s'aligne comme il faut. Mais simplement, ce qu'il faut, comment dire, retenir, enfin ce qu'il faut apprendre de cette petite chose ici,
il y a cette notion d'indentation. C'est-à-dire que, par différence avec d'autres langages, dans Python, les espaces avant une instruction ne sont pas neutres. C'est-à-dire que si je fais if a, on va refaire la même chose. J'ai pas besoin de leur taper. On va le prendre de, voilà, if a plus grand que 0, et que là je tape directement sur la colonne 0 si vous voulez, ou la colonne 1 la plus à gauche. C'est très informatique. Ah, mais je suis bête, j'ai mis j'ai mis à moins quelque chose, donc. Bah tiens, il me fait pas d'erreur. Il aurait dû. Ah, mais c'est parce qu'il me fait print directement. Oui, alors oui, d'accord. Là, il m'a imprimé print à bon. Ah, mais il m'a imprimé à bon, pas parce que la condition est remplie, mais parce que il a pris ça comme une instruction de afficher ça. Pour que ça soit véritablement, que ça fasse partie du bloc d'instruction, on recommence ça et on fait. D'ailleurs, en fait, ça sera peut-être plus juste si je fais une tabulation, à part qu'il ne la comprend pas. Voilà, et là, il m'affiche rien. Et maintenant, bon, là maintenant, c'est le remplissage. C'est parce que c'est égal à. A est plus grand que 0. Le décalage, ici, donc les blancs, si vous voulez, avant le print, hein, les blancs qui sont ici, avant le print, c'est ce qui permet à Python de se rendre compte qu'on a affaire à un bloc d'instruction, pas une instruction isolée. Donc il regarde la condition et ensuite il imprime. Si je mets... bon, je l'ai déjà fait tout à l'heure, si je mets que A est égal à moins 1, il m'affichera rien du tout. Alors que si je fais juste... On va le faire. On va le faire. On va... Pourquoi il met... Ah oui, parce que je l'ai tapé tout seul. Voilà, là il me fait qu'il y a une erreur d'indentation, parce que j'ai tapé ça tout seul. J'ai pas tapé le if d'abord. Donc un décalage comme ça vers la droite avec d'un certain nombre d'espaces, un certain nombre de colonnes. Pour Python, c'est une erreur de syntaxe. Hein. Donc il faut faire attention à ces indentations, à ce qu'elles ne soient pas n'importe comment. On va le refaire. If A 0. Print à bon, cette fois-ci, il va pas me faire d'erreur. Et il m'affiche rien du tout. On est d'accord. Je comprends pas pourquoi là il est pas d'accord. An indent does not match any outer indentation level. Alors là, c'est le genre de choses où je pense que on a peut-être un petit problème avec la console de Fusion 360. On va aller voir ce que ça donne en Python. Dans la console Python classique, j'allais dire.
on verra peut-être un peu mieux ce qu'on fait. Alors on va faire exactement la même chose. On va lui faire A égale 5. On va lui faire if A plus grand que 0. Print donc là il me tape bien plus grand que 0, c'est normal. Maintenant on fait A égale moins 1. On retape la suite d'instructions. Et donc là tout marche bien. Donc là les erreurs que j'ai dans la console Fusion 360, ben c'est un schmilblick avec la console de Fusion 360, puisque ce que j'expliquais fonctionne en fait très bien dans la console, j'allais dire standard de Python. Voilà, donc ce if quelque chose else, c'est ce qu'on appelle une structure conditionnelle. Alors là, on ne fait pas la distinction entre 0 et une valeur positive ou une valeur négative. Alors on peut refaire un peu la même structure, où on va faire donc le if A plus grand que 0. Alors le elif, c'est une contraction entre if else. Hein. Donc ça permet de mettre une autre condition. Donc là j'ai utilisé le signe égal égal et pas le signe égal. Parce que le signe égal, c'est ce qu'on appelle une affectation de valeur à une variable. C'est-à-dire quand je fais A égale 5, je transfère la valeur 5 dans ma variable A. Le signe égal égal, c'est le signe égal, on va dire, en opération logique ou booléenne. C'est-à-dire qu'on vérifie que la valeur A contient ou est égal à la valeur 0. Mais je ne transfère pas 0 dans A. Ça, c'est pas la même chose. En tout cas, en programmation, en informatique, c'est pas la même chose de dire que A égale 5 et A vaut 5. D'accord? Donc là, on va lui faire print par exemple. Et pour tout ce qui est plus petit que 0, ben, on va refaire ce qu'on a fait avant. Donc là, ça sera tout ce qui est plus petit que 0, puisque la condition n'est pas prise en compte dans les deux conditions précédentes. Voilà, et là j'ai mon bloc d'instructions complet. Donc pour l'instant, mon A vaut moins 1, donc on a la réponse plus petit ou égal à 0. Si maintenant je mets A égale 0, et que je retape mes instructions précédentes,
quel sens? Et j'ai bien la valeur 0 puisque je viens de mettre A à 0. Voilà, donc ça c'est ce qu'on appelle une suite d'instructions conditionnelles. Où on teste quelque chose pour savoir, si vous voulez, pour brancher le programme dans une direction ou dans une autre. Puisque là, je mets juste des prints, mais ça pourrait être fait ça ou alors fait ça. Hein, le résultat du test. Alors, j'insiste pas trop sur les booléens et tout ça. Ce qu'on appelle booléen, c'est que, bon, bah, c'est ici le A plus grand que 0. A égale 0, donc ça c'est un test, et le résultat ça peut être vrai ou faux. Hein. Si je tape ici simplement A égale 0, il me renvoie true, puisque pour l'instant A a la valeur 0. Si je remets A égale 1, et que je refais le même test, il me renvoie la valeur false. Hein, c'est pas vrai. Et si je mets par exemple A plus grand que 0, je vérifie ça, et il me renvoie vrai, puisque c'est vrai que A est plus grand que 0, hein, sans savoir exactement la valeur de A. Donc ça, c'est ce qu'on appelle, comment dire, des conditions et des opérateurs, le plus grand que, plus petit que, ça s'appelle des opérateurs booléens, parce que la réponse est vrai ou faux, il n'y a pas d'intermédiaire. Hein, je peux aussi taper A not égale 0, et il me renvoie vrai aussi, puisque là je lui ai mis la valeur 1. D'accord? Donc ce sont les différentes formes, les différents opérateurs booléens, c'est-à-dire que ce sont des tests auxquels la réponse est forcément vrai ou faux. Et ça permet là aussi des branchements, c'est ce qu'on a fait quand on fait nos tests if quelque chose, bah, à chaque fois on met un opérateur booléen pour savoir si quelque chose est vrai ou faux. Alors, maintenant, on va voir rapidement, puisqu'on a parlé d'opérateurs, de conditions, on va parler un petit peu de fonctions. Donc, des fonctions, alors il y a celles qui sont internes à Python, il a un certain nombre d'instructions et de commandes. Une fonction, si on veut, c'est une suite d'opérations. C'est-à-dire qu'on groupe ensemble un certain nombre de commandes d'ordre, et un mini sous-programme, on peut dire, et lorsqu'on appelle cette fonction, la suite d'opérations s'effectue, et on obtient le résultat global, plutôt que nous-mêmes d'avoir à taper toutes les lignes nécessaires pour effectuer l'opération que fait la fonction. Et parce qu'il y en a en plus certaines qui sont quand même assez complexes. Alors il y en a un certain nombre qui sont internes à Python, dont on peut se servir quand on écrit un programme en Python. Et il y a celles qu'on peut écrire soi-même, parce que dans son programme, on a besoin d'une fonction qui fasse ci ou qui fasse ça. Alors, une fonction interne à Python. Alors, une fonction, donc comme j'ai dit, c'est un petit bout de programme qui fait quelque chose. Et qui fait quelque chose sur quelque chose. C'est-à-dire que il va travailler, nous envoyer un résultat par rapport à une valeur qu'on lui passe. Et ce qu'on passe, ça s'appelle un paramètre. Hein, donc, il va nous renvoyer une valeur par rapport à un paramètre. Alors, une fonction interne à Python qu'on peut utiliser là tout de suite, c'est type. Et il va nous renvoyer le type de la variable qu'on lui passe. Puisque même si Python n'a pas besoin qu'on lui définisse d'avance quel type de variable de quel type de variable on a besoin. Là, par exemple, pour A, on n'a rien fait de spécial. Mais Python est capable de nous retourner de quel type de variable il s'agit. Et là, A, tel que je l'ai fait, ça vaut 1.
Donc il nous renvoie classe int, ça veut dire donc integer, autrement dit c'est un entier, c'est un nombre entier. Maintenant si je fais a égale 1.0 et que je relance type A, il nous répond float parce que c'est un nombre à virgule flottante. Excusez-moi. Donc là, comme je le disais, cette fonction interne à Python me renvoie le type de la variable qui a changé puisque en fait je lui ai donné une valeur différente. Et que là je lui ai mis un nombre à virgule flottante et un 0, ça suffit à Python pour en faire un nombre à virgule flottante. Et si je fais a égale, par exemple, et que je refais à nouveau type A, il me renvoie str, puisque maintenant c'est une chaîne de caractères. String en anglais, ça veut dire une chaîne sous-entendue de caractères. Donc ça, c'est l'utilisation d'une fonction interne à Python. Et il y en a un bon paquet, je vous invite à découvrir, à regarder, à chercher, à googler, comme on dit. Ça peut être un objet, ça peut être beaucoup de choses différentes. Maintenant, alors pour avancer dans les fonctions qu'on écrit soi-même, on fera des petits tests en fichier, donc en code dans un fichier qu'on exécute en l'appelant, parce que dans la console de Python, que ce soit celle-ci ou celle de Fusion 360, c'est pas simple du tout. Alors, par contre, pour terminer cette première découverte de Python et de la programmation en Python, là on a vu qu'on a fait une instruction conditionnelle avec des si, et là on a fait les types. Alors on pourrait faire un si sur... Bon bref, je passe là-dessus. On verra plus tard, on fera des choses bien plus... un peu plus complexes au fur et à mesure. Et je veux pas aller trop vite non plus, puisque j'ai dit que je voulais que ça soit pour les complets débutants. Mais les complets débutants, je les incite fortement à faire un petit peu de la recherche et du travail par eux-mêmes, parce que je peux pas faire... Enfin, je veux dire, ça serait un peu long, très long, de faire pas à pas complètement des vidéos sur Python de A à Z. Hein. Il y a des tutoriaux en français, très bien fait. Un des intérêts de Python, c'est que c'est open source, c'est multiplateforme, donc c'est très répandu. Et donc vous avez beaucoup d'utilisateurs, de gens qui connaissent bien et très bien. Et donc il existe des tutoriaux en français, des forums. Enfin je veux dire, vous pouvez trouver énormément d'aide pour apprendre à programmer en Python. Maintenant, pour apprendre à programmer en Fusion 360, si vous cherchez de l'aide, il y en a un peu et en anglais. À ma connaissance, ce que je fais maintenant lié à Fusion 360 et la programmation de l'API de Fusion 360 en Python, ça n'existe pas en français. C'est les seuls que vous pourrez trouver à ma connaissance. Maintenant, je peux me tromper, je connais pas tout, mais voilà. Alors, on a fait une instruction conditionnelle qu'on vient de voir. Maintenant, on va faire ce qu'on appelle une boucle. Et une boucle, c'est-à-dire que on va faire des instructions, on va dire répétitives, mais au lieu de les répéter justement à chaque fois, on les fait s'exécuter en boucle jusque la fin, une condition soit remplie et ça termine la boucle, c'est la fin de la boucle. Alors, on va taper une chaîne de caractères. On va taper, on va dire chaîne égale voilà, bonjour à tous les fusionneurs.
chaîne de caractères. Maintenant, on va mettre for, c'est-à-dire pour, lettre, c'est-à-dire pour un élément de in chaîne, d'accord? Et là, on fait print, lettre. Alors, j'explique tout de suite avant d'aller plus loin. Là, ce qu'on fait, c'est que donc on boucle dans ce qu'on appellerait une liste ou un tableau, un arrêt. Mais on n'a pas déclaré d'arrêt. On n'a pas fait de tableau. Mais il se trouve qu'une chaîne de caractères est automatiquement, pour Python, assimilée à, ou je dis pas identique, mais assimilée à un tableau, un arrêt. C'est la même chose. Donc là, j'ai fini mon truc. Je retape une deuxième fois. Et on voit qu'il fait exactement ce que je lui ai dit. C'est-à-dire que pour chacune des lettres, enfin chacun des caractères, pardon, dans la chaîne de caractères, et les espaces font partie de la chaîne de caractères, il me tape bonjour à tous les fusionneurs avec une lettre pour chaque ligne, puisque c'est ce qu'on lui a dit de faire. Hein? Donc ça, c'est une boucle simple. On n'a pas de conditions particulières, hein, parce qu'on pourrait dire... enfin, on pourrait mettre des conditions pour faire en sorte que ça ne s'applique que si... on va le faire, tiens. Donc, for lettre in chain, on n'y touche pas. Ah non, non, c'est pas ça l'erreur, pardon. Ah, parce que je le tape tout seul. Il faut que je retape for lettre in chain, if lettre. Alors, je pense que ça doit le faire. Voilà. Là, on décale un peu plus. On fait print lettre. Et donc là, il m'a imprimé 4 O, puisque je lui ai demandé que dans ma chaîne de caractères, qui s'appelle chaîne, et qu'on va faire réapparaître tout de suite, il ne me sorte que les O, et il se trouve qu'il y en a 4. D'accord? Alors bon, ça sert strictement à rien ce qu'on vient de faire. C'est juste pour montrer que à l'intérieur d'une boucle, on peut avoir d'autres instructions qui vérifient quelque chose, etc. etc. Hein, et il y a d'autres types de boucles qu'on verra par la suite. Je voulais juste compléter un petit peu cette première approche où on a vu déjà l'interpréteur Python, la console de commande de Python, ce que c'était qu'une variable, comment on pouvait jouer avec les variables, les additionner, etc. Faire des tests sur les variables, avoir donc des tests sur des valeurs booléennes qui renvoient vrai ou faux, faire un else, if, else, etc. Pour tester donc, et ensuite faire une boucle, un des différents types de boucles qui existent. Tout ça, c'est vraiment, j'allais dire, les bases primaires de ce que c'est que programmer, où on a des variables, on teste la valeur des variables, on fait ci ou ça, et ainsi de suite. C'est juste un petit bout de découverte. Je répète, si vous êtes intéressé, je vous conseille très fortement d'aller regarder le principal tutoriel dont je me sers en fait, hein, j'ai pas honte de le dire. Moi je suis pas du tout un programmeur Python d'origine, non, je suis pas un programmeur Python. Par contre, je suis programmeur, j'ai été programmeur depuis la plus grande partie de ma vie active, j'ai été programmeur et j'ai eu
utilisé pas mal de langages différents. Et c'est vrai que même si je ne connais pas spécialement Python, bah, ça me pose aucun problème de m'en servir et de voilà, parce que c'est un, comment dire, il faut pas se fier aux apparences, hein. Python c'est très puissant, ça va très loin et on peut faire des choses très très complexes avec. Mais il est relativement souple et facile d'abord, à condition qu'on respecte un certain nombre de principes spécifiques à Python, qui sont d'une part qu'il est sensible à la casse et qu'un A minuscule et un A majuscule c'est pas la même chose, et qu'ensuite il est l'indentation est, comment dire, fait partie directement de la syntaxe. C'est pas juste des espaces blancs. Hein. Si on était dans un langage comme C Sharp par exemple, quand on écrit une fonction, ben on commence la fonction, on fait accolade ouverte et accolade fermée. Tout ce qui est à l'intérieur de ces accolades, c'est le contenu de la fonction. Donc là, l'indentation, on s'en fiche un peu, c'est juste pour rendre le code, j'allais dire, plus agréable à lire pour les yeux, mais pour le compilateur, enfin pour la machine, ça fait strictement aucune différence. Dans Python, les espaces avant les instructions, parce qu'évidemment ceux qui sont après, on s'en fiche, euh, font directement partie de la syntaxe et permettent à Python de savoir qu'est-ce que c'est, enfin, à quoi il a affaire en termes de blocs de programmation. Et c'est donc important. Si vous regardez bien ici au-dessus, on a le for lettre. D'accord. Ensuite, on a le if qui est décalé du for pour bien montrer que c'est à l'intérieur de cette boucle for. Et ensuite, on a le print qui lui est décalé du if pour montrer il fait partie du bloc d'instruction dépendant de la condition if. Hein. Et ça fait partie de la syntaxe de Python. C'est important. Quand on le fait directement comme ici dans la console, si on a une erreur, il va tout de suite nous dire qu'on a une erreur. Si on le fait dans un fichier, parce qu'on tape une suite d'instructions qu'on va comment dire, exécuter tout ensemble, bah, vous allez avoir un bug, vous allez avoir un programme, quelque chose qui marche pas, un script Fusion 360 qui s'exécute pas, et c'est pas toujours évident de voir pourquoi. Donc voilà, indentation dans Python, important, faites-y attention. Alors, j'allais dire, plus que jamais, n'hésitez pas pour les questions. J'ai pas forcément réponse à tout, mais je peux peut-être vous aiguiller un petit peu. Les commentaires, je vous remercie d'avance de me faire savoir si vous trouvez ça utile et que vous souhaitez vraiment qu'on continue et qu'on aille nettement plus loin dans ce domaine. Moi, j'en ai l'intention, mais bon, si, je veux dire, si, ça dépend aussi de vous. Donc comme je l'ai dit, mettez des commentaires, pouce en haut, pouce en bas si vous n'aimez pas, mais dites-moi pourquoi s'il vous plaît. Un coup de pouce avec Patreon, ça me rend un énorme service si vous voulez bien le faire. Et puis voilà, à bientôt pour la suite de nos aventures avec Python et Fusion 360. Salut, à bientôt.